Donc, on est avec Jacqueline Colazet qui nous fait la gentillesse d'avoir accepté notre invitation pour la chaîne Le Canon de Morgane. Donc, Jacqueline est conseillère technique Trackball. Elle est aussi administratrice du groupe Facebook Trackball Loisirs et Compétitions France. Et elle est également compétitrice sur la plateforme Trackball Open. Donc, Jacqueline Colazet, déjà cette activité du trackball, comment on doit prononcer le nom de ce sport canin, puisque c'en est un, c'est d'origine allemande, je crois. Oui, tout à fait, c'est d'origine allemande, puisque c'est un Allemand qui a mis cette activité au point pour pallier au défaut de travail des chiens de berger. Voilà. Donc, les chiens de berger, on le sait, ont besoin de pas mal d'activités. Travailler au mouton, c'est pas toujours évident. Les moutons, il faut aller les chercher loin, ça coûte cher. Et puis, il faut tomber sur un bon professionnel. Donc, lui, il a mis au point cette activité-là. Et par la suite, cette activité s'est développée un petit peu partout, mais surtout en Europe de l'Est, je dirais, et au profit de toutes les races de chiens. Voilà, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que cette activité ne s'adresse pas seulement aux chiens de berger, mais à tous les chiens. Et je dis bien activité, je ne dis pas sport, hein, parce qu'on peut en faire un sport, mais c'est avant tout une activité de loisir avec son chien, n'importe quel chien. D'accord. Et donc, par rapport à la prononciation du mot, il faut la prononcer à l'allemande ou il faut la prononcer à l'anglaise? Comment c'est l'usage? Alors, je ne sais pas, moi je dis trackball, mais je ne sais pas comment disent les autres. Hein. Donc, est-ce qu'on peut résumer l'activité, ce sport? Alors, qu'est-ce que doit faire le chien? Qu'est-ce que doit faire le maître ou la maîtresse, qui s'appelle un conducteur, je crois? Le conducteur. Ou une conductrice, ou une conductrice. Tout à fait. Alors, quel est le rôle du chien? Quel est le rôle du conducteur, conductrice? Alors, le rôle du conducteur, c'est d'apprendre au chien à ramener des ballons qu'il va chercher à distance et de le ramener au maître. Et le rôle du chien, évidemment, c'est d'apprendre ça, mais surtout de s'amuser. Voilà. Ce qui est bien dans le trackball, c'est que c'est une activité à la fois très ludique, mais qui demande pas mal de contrôle au chien. D'ailleurs, moi, c'est une activité qu'on m'avait conseillée pour mon border, Jazz, qui est réactif. Qu'on voit à l'image, là. Hein. C'est Jazz qu'on voit à l'image. Oui. Et il est réactif depuis l'adolescence. Bon, ça lui a pris à l'adolescence une petite montée de testostérone qui m'a fait bien flipper. Et il était vraiment incontrôlable avec les mâles non castrés. C'était une horreur. Et le trackball l'a vraiment, vraiment, vraiment changé sur ce point-là. Il a gagné beaucoup en contrôle, mais il s'amuse beaucoup, quoi. Pour lui, c'est un chien un petit peu abîmé puisqu'il s'est blessé très jeune à un tendon, donc on n'a pas pu faire d'agility. On s'est retourné vers l'obérythmé, mais l'obérythmé pour lui c'était un petit peu frustrant parce qu'il est très nerveux. Et alors le trackball, on a trouvé la chaussure à son pied, quoi. D'accord. Et il s'est blessé en pratiquant le trackball ou pas du tout? Non, pas du tout. Il était très jeune, il avait 14 mois, après une balle très mal lancée de ma part. Voilà. C'est un chien très nerveux, la balle a ricoché sur le grillage. Lui, il s'est retourné très brutalement et paf, le tendon. Voilà. D'accord. Il s'est très bien remis, il pouvait même reprendre l'agility d'après le chirurgien. Mais après une deuxième blessure, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, on va faire autre chose. Voilà. On va faire autre chose de moins. D'accord. Donc, rôle du chien, rôle du maître. Le maître, sinon, est-ce qu'il doit bouger beaucoup comme dans d'autres activités canines ou est-ce qu'il ne bouge pas beaucoup? Alors justement, l'avantage pour le maître aussi, c'est que quand il n'est pas très sportif, ce qui est mon cas, puisque maintenant j'ai 71 ans, donc courir derrière le chien, c'est plus possible pour moi. Le maître doit envoyer le chien à distance, donc c'est surtout des ordres verbaux et gestuels auxquels le chien doit obéir, mais le maître il court pas, donc il n'a pas besoin du tout d'être sportif. Et le chien non plus n'a pas besoin d'être sportif parce qu'il peut y aller à son allure, à lui. Donc le trackball, c'est une activité ludique, plaisante, qui permet de gagner beaucoup de contrôle sur le chien sans l'abîmer. Sans que le maître ait besoin d'être sportif, sans que le chien ait besoin d'être sportif.
parce qu'on peut le pratiquer à tous les niveaux, au niveau de loisirs, au niveau de compétition. On peut même faire de la compétition avec un chien pas du tout sportif, parce que il y a 2 classements dans les compétitions. Il y a sur le site Tribal Open, il y a le classement à la vitesse, mais il y a le classement à la fluidité. Donc le chien, il peut aller à 2 à l'heure, mais si son parcours est très fluide et très joli à regarder, il peut gagner un podium. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce que je vous propose peut-être, c'est déjà de voir une petite vidéo que vous avez réalisée, une petite vidéo qui montre à quoi ressemble cette activité. Alors là, il y a peut-être des commentaires à faire sur ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on a vu là exactement? Alors, on a vu au niveau technique un chien qui se détache du maître. Donc là, c'est le en avant. Tu vas en avant vers cette balle-là. Tu fais cette chose-là. Tu t'arrêtes derrière le ballon et tu le pousses vers moi. Parce que on peut pratiquer le tribal en faisant juste pousser le chien, mais on n'obtient aucun contrôle. Le chien va très rapidement s'amuser à pousser une balle, hein, mais il va faire le tour du jardin avec et ça va être un loisir pour lui, mais il va y avoir aucun contrôle. Donc les gens qui pratiquent le tribal en laissant juste le chien pousser le ballon, ça va apporter un petit peu de distraction au chien, mais pas plus, pas de contrôle. Le but, c'est que le chien vous ramène le ballon à vous et dans un certain ordre en fonction de ce que vous avez déterminé, vous. Alors là, on a vu des figures en plus que vous lui avez fait faire. Hein. Oui, alors ça, c'est un parcours du Tribal Open, donc sur la plateforme de Tribal Open. Donc, c'est eux qui déterminent un parcours à faire. Et à vous ensuite d'expliquer au chien, j'ai du bien le mot expliquer, d'expliquer au chien ce qu'il faut faire et comment le faire. Parce que ça change un petit peu la mentalité. Quand on explique quelque chose à un chien, ça veut dire qu'on lui demande pas d'obéir. On lui demande de faire ce qu'on lui a demandé de faire, mais avant on lui explique petite phase par petite phase, petit échelon par petit échelon. Pour vous, la nuance est importante. D'expliquer et pas de faire obéir. Oui, et une phrase dans un livre de Nicolas Cornier, je ne veux pas qu'il m'obéisse, je veux qu'il réussisse. Moi, cette phrase, elle m'avait vraiment interpellée, et chaque fois que j'ai un exercice à faire à mon chien, je lui explique. Si ça rate, c'est pas grave, on revient en arrière, je me dis, je lui ai mal expliqué, on va faire autrement, je diminue le critère, on verra ça demain, aujourd'hui je suis énervée, enfin voilà, c'est hyper important. Alors, comment s'opère l'apprentissage du tribal par le chien? Parce qu'on pourrait, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, mais on pourrait penser naïvement qu'un chien, ça pousse une balle et puis ça pousse un ballon, ça voit un gros ballon devant lui, ça le pousse naturellement et puis qu'il n'y a pas besoin d'apprentissage. Donc, comment s'opère l'apprentissage du tribal finalement? Alors non, c'est pas naturel du tout. Il y a même des chiens qui ont peur du ballon. D'accord. Donc, au départ, on met une croquette dans une gamelle, on met le ballon par-dessus, on met des friandises dans une gamelle, par-dessus on met le ballon, et le chien comprend très rapidement que s'il veut obtenir la friandise, il faut qu'il enlève ce ballon de la gamelle. Donc du coup, la peur s'en va, quoi. Disparaît, oui. La peur disparaît, et on pousse le ballon. Et bon, on répète cet exercice quelques fois. Ensuite, la deuxième phase, c'est je crois qu'elle est dans la vidéo aussi, on se sert d'une barrière pour bloquer le ballon. Si vous voulez, on encadre le ballon. Alors, c'est un petit peu ce type-là. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et on place des friandises sous le ballon. On fait un petit chemin de friandises sous le ballon. Et le chien, pour obtenir ces friandises, doit pousser le ballon avec sa tête. Bon, c'est important qu'il
qui pousse avec la tête en bas. Mhm. Donc ça fonctionne très très bien. Et petit à petit, on espace les friandises, donc elles deviennent de plus en plus rares, et on introduit le mot pousse. Voilà. Par la suite, évidemment, ça se généralise. On enlève le cadre du ballon, le cadre qui bloque le ballon. Et on essaie toujours que donc le maître, là c'est la phase difficile parce que le ballon est entre le maître et le chien, et donc le maître doit reculer. Des fois, c'est un peu casse-gueule. Hein. Je vous avoue que je comme ça, parce que le mien, c'est un violent. Donc, il faut reculer pendant que le chien pousse le ballon et de temps en temps lui balancer des friandises par-dessus le ballon pour qu'il continue à pousser le ballon. Vous évoquiez aussi tout à l'heure que les chiens de berger étaient plus prédisposés, on va dire, en tout cas à l'origine, que le trail-ball avait été un petit peu c'était un petit peu implanté pour ce type de chien. Mais est-ce que le trail-ball, sinon, s'adresse à toutes sortes de chiens? À toutes sortes de chiens. Moi, j'ai eu toutes sortes de chiens, d'élèves trail-ball. Si vous allez sur le site tchèque Trail-ball Open, vous verrez notamment un petit équel. Oui, d'accord. Qui est magnifique. Je le vois, c'est mon chouchou. Il a une fluidité, il pousse comme un fou, c'est génial. Oui, donc toutes les races. Donc toutes sortes de races peut. Là, on voit un petit Shetland. On voit un petit Shetland qui peut tout à fait s'initier aussi. Là aussi. Oui. Donc il y a une prédisposition quand même aux chiens de berger, mais sinon c'est adapté à toutes les races. C'est un sport qu'on peut pratiquer. C'est adapté à toutes les races. Absolument. Et toutes les tailles de chiens également? Toutes les tailles de chiens. Alors évidemment, il faut adapter le ballon à la taille du chien. Bien sûr. Ouais. Bon, ça me fait une bonne transition. Donc au niveau des ballons, c'est quel type de ballon qu'il faut choisir pour le trail-ball? Alors le type de ballon, ce sont des ballons de gymnastique qu'on trouve dans les magasins de sport. Donc il faut adapter la taille au chien, bien sûr, mais pas seulement. Il faut se méfier du poids. Parce que les ballons de gymnastique pour humains, il y a toutes sortes de poids. Hein. Il y en a des. Peu importe si le ballon est lourd, ça ne gêne pas le sportif qui l'utilise. Par contre, le chien doit le pousser avec son nez. Donc il faut se méfier des ballons qui sont trop lourds. Je vous dirais que je ne sais pas si on a le droit de faire la publicité. Moi, les ballons. Si, allez-y. En citation, on a le droit. Moi, je les achète à Lidl. C'est les 65 cm de Lidl. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas toujours dispo. Chez Lidl, c'est par package. Hein. De temps en temps, ils en sortent. Et ils valent 7 €. Ils sont parfaits. Ah oui, pas plus que ça. D'accord. Ouais. Non, sinon, après, ça peut être très cher. Hein. Ça peut aller jusqu'à 30 € pour des ballons de bonne qualité. Parce que on entend le chien. Il a un accident avec le ballon. Des fois, il y a des petits trous. Des petits trous dedans, donc il faut quand même un ballon épais, de bonne qualité, qui soit pas rugueux. Il faut faire attention à la texture aussi, qu'elle chauffe pas trop au soleil. Il y en a qui chauffent trop au soleil, donc il faut faire attention à un tas de choses quand même. Mais je dirais que le diamètre du ballon et le poids, la texture sont des choses importantes qu'il faut tester. Oui. Là, on a justement une photo de groupe où on voit des ballons de différentes tailles, tout à fait. Peut-être de différentes textures, je ne sais pas, là, mais en tout cas de différentes tailles, différentes couleurs. Si j'ai bien compris, vous formez vous-même des éducateurs ou des éducatrices. Est-ce que c'est eux qui sont en demande au départ, ou est-ce que c'est vous qui essayez de sensibiliser les clubs canins à cette activité? Comment ça se passe? Il peut y avoir les deux. Hein. On organise des journées d'initiation auxquelles viennent les éducateurs qui sont intéressés. Après, ils continuent s'ils le souhaitent. Moi, pour ma part, j'ai animé deux journées d'initiation sur Aubagne. Voilà. Mais oui, il y en avait certains qui étaient éducateurs. Donc, par contre, je crois que personne n'a ouvert derrière une section. Je sais que dans le Nord, c'est quand même un petit peu plus. Ça se répand un petit peu mieux en ce moment, avec Lyon et Fabienne dans le Jura.
Donc, ça commence à prendre, oui. Et donc, j'ai fait 2 journées d'initiation, puis surtout, j'ai eu une semaine j'ai formé Fabienne, qui est formatrice maintenant elle-même à la CNEAC. Et elle est venue une semaine. Elle s'est installée dans un camping à côté de mon club, et tous les jours, on est allé entraîner son chien. Et donc, elle a appris les différentes techniques pour pouvoir accéder au trébol. D'accord. L'accueil est bon en général. En général, les éducateurs connaissent déjà l'activité ou pas forcément? Pas forcément, non. Et puis, on peut très bien avoir. J'ai fait aussi des journées d'initiation sur Orange, et les gens ne connaissent pas forcément, non. Il y en a qui viennent par curiosité, voilà, puis ils s'y adonnent. Alors, évidemment, c'est pas une activité sur laquelle on se satisfait même en 2 jours. Hein. Au bout de 2 jours, le chien, il va avoir il y a plusieurs ateliers. Il y a le placement derrière le ballon. Il faut que le chien apprenne à se placer correctement derrière le ballon face à vous. Donc, il y a cet atelier-là. Il y a l'atelier pouce. Il y a l'atelier en avant. Celui-là, il est un petit peu difficile. Détacher le chien du maître, bon, ça demande une certaine technique. On se sert de cible pour ça, de plateforme. Il y a le stop, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'aller derrière le ballon et puis de le pousser quand on veut. Mais c'est le maître qui décide, parce que c'est pas forcément ce ballon-là qu'il faut pousser. Peut-être qu'il faut s'arrêter derrière ce ballon-là et puis aller à un autre. Donc, il y a le en avant, le midi, le stop et le pouce. Bon, déjà, quand on arrive à avoir ça sur 1 mètre de distance, je dirais, au bout de 2 jours, voire 3 mètres, c'est bien, c'est pas mal. Parce qu'après, ça se complique. Après, il va falloir faire le tour du ballon avant d'avoir le droit de le pousser dans un sens et puis dans l'autre. Ou alors, il va falloir slalomer entre plusieurs ballons, aller d'un ballon à l'autre. Enfin, voilà. Après, ça se complique. Non. Est-ce qu'il faut que le chien ait déjà des prédispositions? Là, vous citiez un certain nombre de commandes, stop, etc., gauche, droite, j'imagine. Est-ce qu'il faut qu'il ait déjà ces prérequis avant de commencer le trackball? Alors, non. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit sociable, parce que les formations se font en groupe, donc si les chiens commencent à se bouffer entre eux, c'est pas cool. Et puis surtout qu'il reste concentré sur son maître, voilà, qu'il ait le focus sur son maître, qu'il reste concentré sur son maître, qu'il ne soit pas attiré par les autres chiens ou par les événements qui peuvent intervenir dans une formation. Ça, c'est très important, parce que sinon, on n'arrive à rien. Si le chien n'est pas concentré sur le maître, on n'arrive pas à grand-chose. Donc, c'est la priorité. Ce qu'on demande au départ, à la limite, si le chien ne sait pas s'asseoir, c'est pas grave, hein, on ne va pas lui demander de s'asseoir derrière le ballon, il peut rester debout, c'est pas un prérequis. Voilà. Même si c'est une base quand même pour la plupart des chiens, je dirais. Bien sûr. Et surtout qu'il soit concentré sur son maître, qu'il reste avec son maître, à l'écoute, au travail, et qu'il n'ait pas trop de peur, quoi. Bon, vous avez des chiens. Je me souviens d'une formation où il y avait un petit Shetland qui était vraiment très, très effrayé par le ballon. Bon, pour lui, c'était compliqué. Bon, déjà, ne pas avoir peur du ballon, c'était tout un travail en soi. Donc là, c'était compliqué. On ne baisse pas les bras, hein, mais c'est quelqu'un qui est sorti de la formation avec pas grand-chose. Mais c'était déjà pas mal. C'était déjà ne pas avoir peur du ballon et avoir envie de le pousser. Bon, voilà. On n'a pas pu aller plus loin, mais c'est un petit départ. Oui, on n'imagine pas. C'est comme face à des troupeaux, de moutons. Il peut y avoir des chiens de berger qui ont une peur, hein, également. Ça peut également arriver. Donc, le ballon, il fait moins peur, hein, parce que les troupeaux, ça bouge. Le ballon, c'est bon. Voilà. Au départ, on peut prendre un tout petit ballon pour qu'il ait moins peur. Petit à petit, on monte la grosseur du ballon. Oui, mais les chiens de berger peuvent être très émotifs parfois. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Peut-être une idée du prix. Finalement, c'est pas une activité très très coûteuse de pratiquer le trail-ball. Alors, ce qu'il y a de bien avec le trail-ball, c'est que vous pouvez le faire chez vous. Vous n'avez pas besoin de vos roses, hein, c'est pas comme un agility. Alors, qu'est-ce qu'il faut au départ chez soi? La base, c'est quoi? C'est un seul ballon, 2 ballons? Alors déjà, il faut un terrain plat. Il faut un terrain plat, terrain plat, s'il n'est pas plat, vous n'y arriverez pas. Il faut un terrain plat, il n'a pas besoin d'être immense, hein, mais il faut un bout de terrain plat.
il faut un ballon, il faut un cerceau. Je ne sais pas si vous avez vu sur les photos, il y a un cerceau pour fixer les ballons. Parce que quand il y a un petit peu de vent… oui, là, on le voit, je crois. Je crois qu'on le voit, le cerceau, là. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, un cerceau bleu. Bon, moi, j'utilise des pneus de vélo d'enfant. Ah, pas bête. Voilà. Ouais. Je pense qu'on va le voir sur la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure. Moi, j'utilise des pneus de vélo d'enfant que je récupère chez Decathlon, ils me les gardent. Oui. Et donc, ça cale bien le ballon. Donc, il faut un ballon, quelque chose pour caler le ballon et une cage de but. Alors, la cage de but, au début, il faut qu'elle soit… il faut que le chien comprenne cette notion de but. Donc, au début, moi, j'avais des haies agility pour que ça soit vraiment bien visible, quoi. Et je mettais beaucoup de haies pour visualiser la cage. Bon, après, la cage de but, maintenant, actuellement, je ne sais pas si vous avez vu sur ma vidéo, c'est 2 plots. Oui. Ouais. Oui, on peut simuler avec deux délimitations, finalement. Voilà, 2 piquets, enfin, peu importe. Mais au départ, il faut que la cage de but soit… Je crois qu'on la voit. On la voit effectivement au loin. Je vais la montrer en grand. Oui, on la voit au loin. Effectivement, vous avez 2 plots. Voilà. Donc, le chien doit ramener le ballon dans la cage de but. C'est ça. Vers son maître. Voilà. Alors, il faut combien de temps au chien pour arriver à diriger le ballon vers le but? En moyenne. Franchement, là, je ne peux pas vous dire, ça dépend tellement et de ce que font les gens chez eux. Hein. Moi, je leur dis toujours de venir au club avec leur ballon et puis de temps en temps travailler à la maison, quoi. C'est comme pour tout. Oui, mais est-ce qu'un chien peut y arriver en un an ou est-ce que c'est beaucoup? Oui, quand même. Oui, largement. D'accord. Les premiers concours au bout d'un an de formation, et d'ailleurs, il a gagné le concours, quoi. Mais bon, nous, on travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec mon chien. Vous travaillez beaucoup à domicile, c'est ça? Ouais, non, au club, parce que j'habite en face de mon club, donc je peux y aller tous les jours si je veux. Ceci dit, bon, je l'entraîne pas tous les jours parce que c'est pas bon non plus. On fait autre chose, on fait de l'obérité. Oui. Mais bon, pousser un ballon tous les jours pour le dos du chien, c'est peut-être pas… D'accord. Fais attention à ça quand même. Oui, il y a quand même quelques contre-indications. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y en a pas, sauf l'abus. C'est comme pour tout. Pousser un ballon, comme vous avez vu mon chien le faire là, je ne vais pas le faire tous les jours, quoi. Et encore là, c'est un atelier sur 3 ballons parce que maintenant, il a 10 ans. Sinon, avant, on avait des ateliers sur 6 ballons et à 12-15 mètres. Donc là, ça devient… Bon, pas pour le maître, heureusement, mais pour le chien, c'est quand même assez physique. Et le fait de pousser le ballon comme ça, au niveau du dos, voilà, il ne faut pas le faire exagérément. Ah bah ça, c'est bien parce que ça, je l'avais lu nulle part. Donc, ça, c'est une information que j'apprends aujourd'hui et qui est précieuse. Je ne l'ai pas lu non plus, mais je voyais que quand on poussait un petit peu l'entraînement… C'est de l'expérience et du vécu à votre niveau, en tout cas. Voilà, je voyais mon chien qui faisait, dès qu'il se levait, il faisait le salut. Vous savez, la position salut. Oui. Voilà. Donc, moi, je disais, on va surveiller ça. Ostéopathe qui me disait, ouais, le dos, là. Je dis, OK. Donc, un peu, quoi, voilà. Il n'y a pas de contre-indication, mais moi, c'est vrai que, je travaille pas mal mon chien et que comme lui, je pense que même avec le dos cassé, il irait, quoi. C'est moi qui donne une limite parce que lui, il n'en a pas, quoi. Oui, mais c'est assez connu chez les borders qu'ils ont un sens de la fatigue qui est extrême et donc tant qu'ils sont pas fatigués, même fatigués, ils continuent. Il faut vraiment les arrêter à un moment donné. Hein. Jusqu'au bout. Oui, ça c'est la caractéristique des borders. Comment se structure le trail-ball en France? Est-ce qu'il est présent dans toutes les régions? Moi, par exemple, je suis en Bourgogne. J'ai beaucoup de mal à trouver un club qui pratique le trail-ball. Et oui, le trail-ball est très récent en France. Oui. C'est-à-dire très, très récent.
Et ça fait, moi, j'ai commencé en 2020. Je me rappelle parce que c'était le Covid. Alors là, il y avait quand même personne, quoi. Oui, Ah, c'est quand même, non, il y avait quand même cette page Facebook Treibol Loisirs et Compétition, mais que je ne connaissais pas parce que moi, je suis dans le sud de la France et Cathy Guillon avait monté ça vers Paris, là. Mais pas de club qui pratiquait, quoi. Ouais, il est. Très, très peu, quoi. Voilà. Et il était plus pratiqué en Allemagne, sinon, qui est son pays d'origine. Oui, mais c'est parti d'Allemagne. Je pense que les leaders maintenant, c'est les Allemands et les Tchèques. Il y en a un peu en Italie, un petit peu en Belgique. Où est-ce qu'il y en a encore? Dans les pays de l'Est, oui, ça se répand bien dans les pays de l'Est. Après, il y en a aux USA, il y en a en Russie. On avait D'accord. Dans le premier concours que j'avais, il y avait une Russe d'ailleurs. D'accord, donc ça s'est internationalisé. Un peu partout, mais pas beaucoup. Je dirais que oui, ce sont les Allemands les leaders et les Tchèques actuellement. Alors moi, c'est vrai que je promenais mon chien dans un groupe de promeneuses récemment. J'ai parlé du Treibol, personne ne connaissait. Voilà, c'était le Treibol, c'est quoi? Voilà, je me suis mis à expliquer, alors que je suis pas du tout un expert, mais je me suis mis à expliquer en quoi ça consistait. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vraiment l'activité avec son chien qui n'abîme pas le chien. Sauf dans les abus, mais ça, on va te mettre à part. Voilà. Oui. Parce que, par exemple, le mien, quand il s'est blessé en agility, on a fait de l'Aubérimé, et après, il est sorti le hooper. J'ai dit, le hooper, ça va le plaire. Il va adorer l'agility. Je me suis dit, au moins, ça va le défouler, parce que l'Aubérimé, c'était assez frustrant pour lui. C'est toujours dans le contrôle, l'Aubérimé. Donc, je me suis dit, ça va le défouler. Donc, on s'est mis au hooper. Mais après les entraînements hooper, je voyais qu'il reprenait sa petite boiterie, parce qu'il a un tendon un petit peu fragile, là. D'accord. Et donc, j'ai dit, mince, il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Et puis, j'ai compris pourquoi. Le hooper, c'est pas pour lui parce qu'il est trop rapide. Et au hooper, c'est un travail à distance où les chiens, ils foncent comme des fous, où ils foncent comme un fou. Et du coup, sa fragilité ressortait, quoi. D'accord. Alors qu'au Treibol, il y a toujours des contrôles, je veux dire. En avant, il y va, il court vite, ok, mais il va derrière un ballon qui l'arrête, qui le freine. Il ne peut pas prendre la vitesse qu'il prenait au hooper. J'ai plus aucun problème de boiterie. Depuis qu'il fait du Treibol, nickel. Eh oui, donc c'est à visée thérapeutique presque, de faire du Treibol. Oui, franchement, c'était, depuis qu'il fait du Treibol, il est dans le contrôle, il n'agresse plus les autres chiens. Il se contrôle maintenant. J'ai un stop de fou, quoi. Je veux dire, on voit arriver un chien, il commence à regarder dessus, je dis stop, tu laisses, hop. Voilà. Ça, on me l'avait dit. C'est une spécialiste en réactivité de chien qui m'a dit si tu fais du Treibol, ça va beaucoup t'aider. Et c'est vrai. Franchement, il a beaucoup de contrôle maintenant. Et en même temps, il a beaucoup de fun. Vous avez vu la vidéo, quoi. C'est oui. J'ai un peu reconnu mon propre chien. Oui. Donc on parlait de la structure en France. Donc il y a des régions qui sont encore un peu sous-dimensionnées au niveau de il y en a hélas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est 3. D'accord. Treibol, Cathy Guillon, donc en Ile-de-France. Oui. Fabienne dans le Jura. Et il y a moi, mais qui suis un petit peu impotente actuellement. On va dire que ma santé ne me le permet plus. D'accord. Donc il y a encore du travail d'implantation de cette activité en France. Alors j'ai vu aussi que le Treibol a été reconnu comme discipline canine depuis 2022 seulement. C'est assez récent finalement. Alors que l'activité existe quand même depuis une dizaine d'années, on va dire. Même plus, je crois, ouais. Oui, ou même peut-être plus. Donc, comment ça se fait que ça a été reconnu si tardivement? Je pense que personne n'avait fait la demande. Là, c'est Cathy Guillon qui a fait son courage à deux mains, qui a fait la demande à la CNEAC et qui l'a obtenue. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas encore assez pratiqué en France. On a peu de clubs qui la pratiquent, notamment sur cette page Facebook, Treibol Loisirs et Compétition, où on essaie de donner un maximum de conseils aux gens qui vont pratiquer le Treibol. D'accord. Bon, j'espère que des clubs qui
qui siègent en Bourgogne vous entendront parce que pour qu'ils développent cette activité. Parce qu'effectivement, moi, j'ai cherché à 200 km à la ronde, j'ai rien trouvé, par exemple. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Oui, ça ne vous étonne pas. Non. Je sais que oui. Ben voilà, il y a du boulot. Oui, vous parliez tout à l'heure de la plateforme Trackball Open. Vous pouvez en dire 2 mots, en quoi elle consiste, cette plateforme, et comment elle fonctionne? C'est une plateforme qui a développé les Tchèques, qui sont très très forts. Alors si vous regardez, c'est un vrai plaisir parce que vous voyez vraiment des choses de très haut niveau. D'accord. En Trackball Fun, parce qu'il y a le Trackball, ah oui, ça je ne voulais pas expliquer, il y a le Trackball classique, où là on pousse, enfin le chien doit ramener des balles qui sont placées en forme de triangle, ça c'est le Trackball classique. Ça, on ne trouve pas sur la plateforme Trackball Open. Les Italiens sont assez fans de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère les petits parcours, comme on a vu là tout à l'heure sur la vidéo. Et ça, c'est la spécialité des Tchèques qui mettent en place sur cette plateforme Trackball Open. Donc là, c'est une plateforme de compétition. D'accord. S'inscrivent tous les compétiteurs qui veulent bien y participer. Oui, d'accord. Et ils doivent, donc il y a un parcours est déterminé. Alors il y a 3 niveaux, il y a le niveau high, le niveau élevé, le niveau medium, moyen, et le niveau start. Pour Jazz, avant il était au niveau medium. Bon, maintenant compte tenu de son âge, je viens de le passer, start. Et vous verrez notamment au niveau high des trucs de fou. Oui, c'est-à-dire des parcours à 15 mètres avec 8 ballons que le chien doit ramener à son maître avec un parcours vraiment très, très, très compliqué. C'est vraiment très dur. Voilà. Peu de gens y participent parce qu'il faut avoir un sacré niveau. Bon, en start, il y a quand même un peu plus de monde. En médium, un peu moins. En high, alors, il doit être 4 ou 5. Quoi. Voilà, dans le monde. D'accord. Ah oui. Il faut dire qu'il peut y avoir plus de participants, mais que seule la vidéo qui est parfaite est sélectionnée, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, pour comparer avec l'agility, en agility, si vous faites une zone, vous avez une faute, mais vous n'êtes pas éliminé. Là, vous envoyez votre vidéo sur la plateforme. S'il y a la moindre erreur, vous êtes éliminé. La vidéo ne sort même pas dans la liste de classement. Voilà. Et la faute, ça peut être, parce que moi je l'ai eu, j'en ai fait des fautes. Par exemple, j'ai envoyé une vidéo où à un moment donné, par erreur de cadrage, il manquait un bout de la queue du chien. Allez, hop, éliminé. Ah bon? Ah oui, le règlement est très dur. Ou alors, j'avais dans la cage de but, il y avait un ballon qui me gênait, je l'ai poussé avec la main. On n'a pas le droit. Voilà. Bon, il y a de petites erreurs comme ça que vous ne connaissez pas forcément parce que le règlement est en tchèque, après il traduit en anglais, de l'anglais vous le traduisez au français. Bon bref, après vous dites je me lance, on verra bien. Et puis il y a des lunettes. Voilà. Donc voilà, tous les compétiteurs du monde entier peuvent participer à cette compétition qui est vraiment très difficile. D'accord. Elle nous apprend énormément parce que moi j'aurais jamais eu l'idée de faire des parcours pareils avec mon chien, quoi. Oui. Voilà, on avait appris en midi pouce, allez, on fait le tour du ballon une fois, puis dans l'autre sens, et puis on fait un petit slalom, voilà. Mais là, il y a vraiment des configurations qui sont incroyables. Quoi. Quel est le rythme auquel on peut pratiquer le trackball avec un chien? Est-ce qu'il faut, je sais pas, est-ce qu'il faut s'entraîner une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, pour atteindre un bon niveau, par exemple, en trackball? Alors, l'idéal, c'est toujours pareil, c'est de travailler souvent, mais peu. Moi, je dirais, à la limite, il y a plusieurs ateliers. Au départ, vous allez apprendre le pouce à votre chien. Si vous avez un ballon à la maison, la chance d'avoir un ballon, enfin le matériel, quoi. Le terrain plat et le ballon. Voilà, c'est un terrain plat. Si vous le faites tous les jours, mais que vous le faites pousser, 5 fois la première fois, 5 fois la deuxième fois, vous n'allez pas user le chien. Et en même temps, il va apprendre, mais dans la joie, parce qu'à chaque fois, il a des récompenses. Voilà. Donc l'idéal, c'est toujours de faire souvent, mais très peu. Très peu. L'entraînement, il doit être court, il doit être bref. Ce que vous entendez par très peu, c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes? Je dirais ça dépend vraiment de l'exercice. Vous avez
Par exemple, l'exercice placer le chien derrière le ballon. Oui. Il est chiant cet exercice, mais qui est chiant pour le chien. Parce que le pouce, ça va l'amuser, le chien. Donc, ça va, vous pouvez y aller, hein, sans être dans l'abus. Mais le placement derrière le ballon, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, allez, hop, c'est bon, quoi. On arrête. Alors, en termes de minutes, je ne sais pas ce que ça fait, mais moi, quand j'ai placé un chien 5 fois derrière le ballon, oh, puis j'arrête. On passe à autre chose. On va passer au pouce parce que, au moins, le pouce, c'est rigolo, quoi. Oui, oui. Voilà. Après, vous avez aussi un autre exercice, c'est la prise de distance. Donc là, on se sert. Vous me montrez une photo où il y a une plateforme. Oui. Voilà. Oui. On se sert justement de cette cible pour apprendre au chien à prendre de la distance. C'est-à-dire que au départ, on lui apprend à se mettre sur la cible, les 4 pattes sur la cible. Ça, c'est déjà un travail. Il faut que le chien comprenne qu'il va être récompensé s'il se met sur la cible. Et s'il reste sur la cible. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, le maître est devant le chien. Mais petit à petit, le maître s'éloigne du chien. Et c'est comme ça qu'on apprend au chien à s'éloigner du maître. Après, ça va être en avant, monte. Il va monter sur la cible, à distance. Alors, au départ, on est juste devant la cible. Après, on s'éloigne de 10 cm, et puis de 20, puis de 30. Voilà. C'est comme ça que le chien apprend à s'éloigner du maître. Enfin, c'est ma méthode, on va dire. Donc, cet exercice-là aussi, il est chiant pour le chien. C'est que du contrôle. Ouais. Ça dépend vraiment des chiens. Moi, je fais attention à ce que les gens ne gavent pas le chien. Quand ils disent, ça fait 20 fois que tu lui fais ça, il n'en peut plus. Passe à autre chose. Oui. Plusieurs ateliers, donc autant changer. Il y a en avant, il y a midi. Midi, c'est le placement derrière le chien, pardon. Oui. À l'avant, midi, stop, pousse, fais le tour du ballon. On peut le faire aussi au tout début, hein, avec une friandise. On lui apprend à faire le tour d'un ballon ou à faire le tour d'un cône si on n'a pas de ballon. On peut lui apprendre à slalomer entre 2 ballons ou entre 2 cônes. Voilà. Il faut changer d'exercice. C'est pas tellement en termes de minutes, je dirais. Il faut faire attention à pas gaver le chien. Et ça, c'est tellement en fonction du chien que moi, j'ai pas de notion de minutes. Hein. Moi, le mien, je peux travailler pendant. Oui, pendant assez longtemps. Donc, c'est vraiment en fonction du chien et en fonction du type d'exercice qu'on lui fait faire. Par rapport à la conduite par rapport au travail sur des moutons, par exemple, est-ce qu'il y a des points communs quand même entre le trail-ball et les moutons? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des contrôles communs de la part du chien, et est-ce qu'il y a des commandes communes éventuellement, par exemple gauche ou droite? Est-ce qu'on emploie ces termes-là pour le trail-ball, par exemple? Alors, j'ai fait très peu de moutons, j'ai été très nulle. Oui. Oui, mais vous connaissez quand même, vous connaissez bien l'activité. Oui, bien sûr, il y a le droite-gauche. Je ne suis pas sûre que je le travaille de la même façon qu'au troupeau. Il y a le droite-gauche. Mais, il y a le droite-gauche aussi. Ah oui, il y a le droite-gauche. Oui. En fait, au trail-ball, je dirais que il y a peu de configurations qui m'ont demandé le droite-gauche. Je l'ai travaillé quand même, hein, c'est un exercice. Mais il y a peu de configurations qui m'ont demandé d'avoir le mot droite-gauche, c'est-à-dire le chien qui n'est pas face à moi. Quand le chien est face à moi, je n'ai pas besoin de droite-gauche parce qu'il me voit. Et là, c'est le geste. Et c'est le geste qui va. Alors, au lieu de m'emmêler les pinceaux avec droite et gauche, parce qu'il y a sa droite à lui, il y a ma droite à moi. Donc, vous connaissez l'histoire de l'effet miroir, hein, où on se gourre tout le temps. Moi, je me suis. J'essaye de ne pas me tromper, mais j'enseigne droite-gauche et j'essaye de ne pas me tromper et d'inverser. Mais... Voilà. Quand le chien est face à soi, votre droite à vous, c'est pas sa droite à lui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc moi, quand le chien est face à moi, j'ai vraiment simplifié ça, parce que je m'en mêlais les pinceaux. Finalement. Donc, avec le bras, je lui dis là, là. Voilà. Quand le chien est face à moi, je n'ai pas de droite-gauche, il est là, là. Quand le chien, évidemment, est dans... n'est pas face à moi, parce que je ne trouve pas le terme. Quand le chien n'est pas face à moi, évidemment, là, il va y avoir que le mot. Il ne me voit pas. Donc là, il va y avoir que le mot, et donc je vais avoir besoin de droite-gauche. Mais dans toutes les compétitions que j'ai faites, je crois qu'il y en a qu'une seule qui m'a demandé ce droite-gauche. En général,
les configurations étaient faites de telle sorte que le chien obéissait au mouvement des bras. Voilà, que les bras suffisaient. J'ai pas eu besoin du droite-gauche. Oui, de toute façon, que j'avais lu quelque part qu'un chien, en règle générale, dans un message, il comprenait 80% de non-verbal et 20% de verbal. Donc le non-verbal était beaucoup plus prépondérant et important que le verbal. Et ça, on l'oublie parfois. On l'oublie quand on s'adresse au chien que on lui parle une langue étrangère quand même, mais les gestes... Les gestes l'aident beaucoup, mais les mots aussi, hein, parce que par exemple, oui, bien sûr. Autour d'un ballon, autour, moi je répète plusieurs fois, autour, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, ronde, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est vrai que quand il part, là effectivement, quand il part vers le ballon, il ne sait pas si je vais lui demander midi, c'est-à-dire pose-toi derrière le ballon, ou bien autour. Donc je lui dis à l'avance, parce qu'à la vitesse où il va, j'ai un tiré. Vraiment, il y a vraiment un timing très précis avec lui. Et donc, avant qu'il arrive au ballon, je lui dis en avant. Et dès qu'il arrive un petit peu avant le ballon, je lui dis autour. Et donc là, il sait qu'il n'aura pas à s'arrêter. Il va falloir qu'il fasse le tour du ballon. Donc, il y a des mots, oui, qu'effectivement, il faut qu'il ait, quoi. Par rapport, je veux dire, autour et ronde, je m'en sers constamment, alors que droite et gauche, je vous dis, je m'en suis servi une fois. D'accord. C'est tout à fait clair. Peut-être pour terminer et pour parler un petit peu de votre chien, vous disiez tout à l'heure qu'il était donc c'était un chien très vif, si j'ai bien compris, assez nerveux. Et est-ce qu'il avait d'autres troubles quand il était petit ou? Il est très peureux. Très peureux. D'accord. Il a été très bien socialisé parce que je l'ai pris chez un éducateur canin, donc super socialisé. Quand je suis allée le chercher, il m'a dit, vous savez, c'est le plus peureux de la portée. Ah oui, déjà. J'ai dit, mais bon, je me suis dit, bon, moi je suis éducatrice, ça va. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, il était très peureux. Quand on est allé le voir, il a sorti en laisse dans la mais peur des humains, peur de ses congénères? Non, pas peur des humains. Très bien socialisé par l'éducateur. Pas peur de ses congénères, mais par la nouveauté. Je dirais toute nouveauté. Bon, on a énormément travaillé, mais tout ce qui était nouveau, ça a été un travail de fou. Par exemple, je l'ai emmené une fois à l'hôtel. Il y avait un ascenseur. Ah, ouais. L'ascenseur. Tout ce qui est. Bon, il a fallu travailler l'ascenseur, quoi. Je veux dire, moi, je montais à pied. Hein. Ah ouais, mais c'est particulier quand même, un ascenseur. Oui, je comprends. Quand on monte la première fois de sa vie dans un ascenseur, ça fait drôle. Oui, mais bon, moi, j'ai eu un chien, c'était un petit Westie. Oui. Lui, il n'y avait aucun problème. Oui, Jazz, mais même aujourd'hui, à son âge, là, je veux dire. Les nouveautés, bon, alors il n'y en a plus beaucoup, hein, à 10 ans et demi, des nouveautés, il n'y en a plus beaucoup. Oui, il a appris. Voilà, c'est un chien très peureux. Très peureux. Et est-ce qu'il avait des troubles du comportement de type répétition de gestes, TOC ou ce genre de choses? TOC. Oui, il avait des TOC. Oui. Alors déjà, s'il n'avait pas assez d'activité dans la journée, et il en avait vraiment besoin de beaucoup. Le soir, il tournait, vous savez, le spinning. Il faisait du spinning, c'est-à-dire tourner sur sa... D'accord. Voilà. D'accord. Ça, on a réglé. Voilà, parce que bon, j'avais 3000 mètres de terrain à l'époque, donc de l'activité, il me disait, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus là. Hein. Bon, à un moment donné, moi aussi, je me pose. Voilà, les tocs, alors c'est l'eau, la goutte d'eau. D'accord, c'est-à-dire il faisait focus sur la goutte d'eau pendant des heures. Il peut rester une heure devant une goutte d'eau quand il y a un robinet. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, ça on n'a pas réglé parce que moi j'ai pas d'eau chez moi. Ouais. Mais dès qu'on arrive vers de l'eau, quoi, ouf. Le toc du bordel. Et les objets en mouvement de type voiture, vélo, est-ce qu'il les poursuivait? Est-ce qu'il avait l'instinct de prédation? Non. Non, ça jamais. Non, ça jamais. J'ai jamais eu ce problème-là, non. Il adore les humains, il a toujours adoré les humains. Tout petit, il était très, très sociable avec les autres chiens, il jouait, il avait plein de copains et tout.
Oui. Et puis, à l'âge ado, quoi, moi, ça a été ma surprise parce que c'était, justement, avant, il était nickel. Et puis, à l'âge ado, je sais pas, il a dû avoir une montée de testostérone de fou. Moi, j'ai pas su gérer ça parce que c'était mon premier mâle, mon premier chien réactif, donc j'ai pas dû faire ce qu'il fallait, je pense. Après, j'ai fait 3 stages sur la réactivité, 2 à Paris, 1 à Nice. Ah oui. Et on a commencé. Ah oui, oui, parce que bon. Oh non, puis ça me plaisait en plus, hein, je veux dire. Et puis, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Donc déjà, je l'ai castré, ça a beaucoup aidé. Ça a aidé de le castrer parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de débats sur cette thématique. Non, non, ça l'a beaucoup aidé. Au départ, j'ai mis des implants, ça a aggravé le problème. Les implants ont aggravé le problème. Voilà. Ah oui, vous avez mis des implants, d'accord. Ah ouais, mais pas du tout contente des implants. Et je l'ai castré et là, franchement, bon. Alors, il est resté, bon, il y avait plus l'agressivité par testostérone, quoi. C'est moi qui arrive, parce que, alors, c'était clair et net, il arrivait au terrain, il commençait à fixer un chien, mais à 30 mètres, hein. Et je disais, lui, je suis sûre que c'est un mâle non castré. Je le rangeais dans la voiture, j'allais voir le maître en lui disant, votre chien, c'est un mâle non castré. Il me disait, oui. Je dis, okay. Donc ça, c'était, alors je sais pas d'où ça venait, une odeur, une attitude, enfin, j'en sais rien. Il repérait les mâles non castrés. Bah, oui, ils communiquent entre eux de toute façon, et où ils ont aussi un flair extrêmement développé, donc ça peut jouer aussi. Ouais. Et après, il est resté l'agression par peur. Voilà, ça c'est resté avec les gros chiens. Voilà. Avec les petits chiens, j'ai aucun problème, hein, franchement. Alors qu'avant, ils se jetaient sur tout. J'ai plus de problème au grillage, j'ai plus de problème devant les portails. Je lui dis tu laisses, hop, il vient, il n'y a pas de problème. Les gros chiens, il est vraiment sur la réserve. Et là, je lui dis bon, on n'est pas obligé d'y aller. Hein. Allez, viens, on s'en va. Voilà, on cherche pas et est-ce qu'il a peur des phénomènes météo comme l'orage ou des choses comme ça? L'orage, oui. Et alors, ça, c'est assez bizarre parce qu'avant, il n'avait pas peur, puis ça lui a pris un jour. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Ouais, il a peur de l'orage. Oui, c'est assez fréquent. Hein. C'est assez fréquent. Mais avant, il n'avait pas peur, hein, c'est très bizarre. Oui, donc il y a eu un changement à l'adolescence. Ouais. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un chien toujours très dynamique. Ce qui est fascinant chez les chiens de berger en général, c'est que même âgés, s'ils sont en bonne santé, en tout cas, ils continuent à être très très dynamiques, très joueurs. Et c'est. Il faut les préserver. Oui, il faut les préserver. Oui, il faut un peu les préserver quand même. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Merci pour cette parenthèse cette longue parenthèse sur le Trayball. Je vais peut-être pouvoir vous libérer. Merci Jacqueline Colazet. Au revoir. Au revoir.